La République démocratique du Congo, l'hypothèse d'une candidature pour un troisième mandat du président Joseph Kabila interdit par la Constitution échauffe le clergé et l'opposition en RDC à l'approche d'une étape cruciale dans la préparation des élections du 23 décembre. Le puissant épiscopat congolais a menacé lundi de porter plainte contre un bourgmestre de Kinshasa qu'il accuse d'être entré dans son siège pour arracher des affiches proclamant pas de troisième mandat présidentiel, pas de révision constitutionnelle. Si le bourgmestre de la Gombe ne demande pas pardon aux Congolais, la Senko va aller en justice contre lui. C'est ce qu'a déclaré l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de l'épiscopat. Alors, Basile Agbo, la question du troisième mandat de Joseph Kabila est au devant de la scène. L'intéressé ne parle pas, son parti ne parle pas, mais tous les Congolais en parlent finalement. Est-ce qu'on ne fait pas trop de diversion, trop de bruit autour d'une question qui n'existe pas? Oui, enfin, j'ai comme l'impression que des gens se mettent à discuter, à mener un débat qui en fait n'est pas ouvert. C'est-à-dire qu'il faudrait que le débat s'ouvre sur l'annonce du président lui-même de se présenter aux élections pour un troisième mandat. Bon, on suspecte, on susurre, on se dit il veut aller. Jusqu'à ce que lui-même se prononce, on commence par débattre. Et les églises s'en mêlent. Alors, la question est de savoir qui joue à quel jeu dans cette affaire-là. Qui joue à quel jeu? Est-ce qu'on veut prêter des intentions au président ou bien c'est le président qui attend qu'on lui prête des intentions pour qu'il rebondisse dans les intentions? Donc il y a un flou qui entoure cette affaire-là aujourd'hui en RDC. Parce que le président ne se prononce pas, ses partisans ne se prononcent pas, mais on lutte contre lui. On dit non, il ne doit pas aller, il ne doit pas aller. Qui ne doit pas aller où? Donc c'est ça l'imbroglio dont je suis en train de parler et qu'on n'arrive pas à comprendre clairement. Il faudrait qu'on laisse le président se prononcer avant qu'on porte des gants pour commencer par aller sur le ring, pour aller en combat. Les gens combattent quelqu'un qui n'est pas sur le ring. Voilà un peu ce qui est un peu malaisé dans l'affaire. Mais peut-être les gens connaissent la carrure du président Kabila. Et ils se disent qu'il ne peut pas ne pas vouloir faire un troisième mandat. Et donc, je crois que c'est un combat qui est trop en avance sur le coup de sifflet du combat. Voilà, moi, c'est ça mon opinion sur la question. Chris. Mais voilà, qu'il souffre que je ne sois pas d'accord avec lui. Tout à fait. Parce que je vais prendre des cas précis. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'élection présidentielle intervient en 2020. Mais le président dont le mandat est en cours, M. Ouattara, a dit qu'il n'exclut pas de se présenter, de postuler pour un troisième mandat. Et il dit justement, parce que tu dis qu'il n'a rien dit, je vais chuter pour dire qu'il a le devoir d'éclairer l'opinion. Ben voilà, pour un président sérieux, ça doit être comme ça. Ben voilà. Lorsque vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je donne les exemples, pour venir, pour chuter. C'est clair, il a dit, c'est qu'il ne veut pas, le président ivoirien ne veut pas laisser le pays dans le doute parce que cela joue aussi du point de vue de l'économie. Il revient sur sa parole parce qu'il avait Oui. Non, c'est-à-dire justement, comme il est revenu sur sa parole, il le dit. Maintenant, tout le monde sait qu'il revient, il est revenu sur sa parole. Donc on sait à quoi s'attendre. Voilà ce que je veux dire. Il a clarifié les débats. Ben voilà, je peux encore y aller. Ben voilà, le débat est ouvert. Et nous sommes aujourd'hui en 2018. Ce n'est même pas encore 2019, ni début 2020. Je prends par exemple le président nigérien qui, en visite à Paris, a rassuré les gens que ben voilà, il ne faut pas que quiconque nous doit lui. Mais nous sommes aujourd'hui en 2018, c'est en 2021 qu'intervient dans 3 ans. Mais aujourd'hui, il rassure les gens qu'il ne faut pas que les gens croient qu'il va faire des menées pour se présenter, que lui, il est un démocrate, et il le dit très clairement. Vous prenez d'autres cas, je crois que ça a été comme ça. J'ai un troisième cas que je suis en train d'oublier. Mais ce qui se passe au Congo est ahurissant, en ce sens que la première question que je me pose est de savoir, est-ce qu'il a le droit de faire un troisième mandat? Non.
L'année dernière, en 2016, en décembre 2016, il devrait déjà partir. Il n'était pas parti. On lui a accordé un sursis d'1 an. En principe, un homme intelligent et sérieux, il doit clarifier les débats pour que les Congolais fassent autre chose que de faire de la supputation. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il a besoin de clarifier des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il doit rassurer parce que on ne le prend pas au sérieux. C'est ça le problème. C'est parce qu'il y a un climat de suspicion. C'est parce qu'il y a un climat de suspicion qui n'est pas bon pour les affaires. Du Bénin où Yahi Boni, c'est que il ne peut pas se présenter. Il vient dire, bon, je ne ferai plus un 3e mandat, alors qu'on sait qu'il ne peut pas le faire. Oui, mais vous savez, ce ne sont pas des vérités de la palisse. On n'est pas en train d'ouvrir des portes ouvertes. Oui. Parce que, vous savez, il faut rassurer les gens parce qu'on sait que l'Afrique est de ces coutumes-là de changer les textes pour rester au pouvoir. Les présidents africains en général, c'est ce qui se fait dans presque tous les pays africains et c'est ce qui se fait. C'est pour cela qu'il y a un climat de suspicion qui s'installe dans tous ces pays-là et qui se renforce à l'approche des scrutins présidentiels. Et je crois que c'est en ce moment-là justement qu'il faut rassurer les gens sur ses intentions. Mais je ne sais pas si je me présente pas, même au Togo ici, tout le monde sait que le président Faure veut se présenter aux élections en 2020. Mais ça, il a au moins le mérite de ne pas laisser le doute sur le sujet. Mais il n'a rien dit, mais les gens parlent pour lui. Mais vous prenez par exemple le Congo, les intellectuels qui sont de la maison, qui sont plutôt du genre flagorneur politique, qui parlent pour le président et qui disent que celui-là, il doit se présenter pour un 3e mandat. Si ces gens-là qui sont si autorisés, qui sont autorisés, le disent, c'est comme s'ils sont en train de porter la voix de quelqu'un qui se fait sans voix. Non, moi je crois par exemple qu'on ne peut pas comparer ces deux choses-là. Parce qu'à l'RDC, par exemple, la Constitution, elle est claire. Elle n'autorise pas Kabila à se présenter pour demander à postuler un 3e mandat. Voilà. C'est clair. Au Togo, la situation elle est également claire. Il n'y a rien qui interdit au président actuel de ne pas se présenter au scrutin en 2020. Absolument, je suis d'accord. Penser que le président togolais peut encore aller en 2020, c'est tout à fait normal parce que la Constitution lui permet. Maintenant, en RDC, mais rien ne permet à M. Kabila de revenir pour demander un 3e mandat. C'est pareil au Niger. C'est pareil au Niger. Et pourtant, il a tenu à le dire que lui, il ne veut pas aller. Et puis, il a même tenté de mettre en prison celui qui tentait de le dire. Mais ça, le problème est là. Mais en RDC, la question, elle est claire. Maintenant, on demande à quelqu'un à qui la Constitution interdit de ne pas se présenter. Alors, c'est une provocation pratiquement parce que vous me demandez de ne pas faire ce que la Constitution m'interdit de faire. Donc, c'est ça, moi, je dis qu'on est en train de lutter contre un adversaire qui n'en est pas un. Au lieu de se préoccuper d'autre chose, on se préoccupe de quelqu'un qui ne sera pas candidat. La question, elle est claire. Naturellement, il ne peut plus être candidat. S'il veut être candidat, la communauté internationale pourra se lever et accompagner les Congolais pour l'empêcher de violer la Constitution. Mais Basile, j'ai été clair quand même. Non, puisque la Constitution n'est pas revue. L'épiscopat congolais se bat contre du vent. Vous savez, avant d'en arriver là, moi je me dis, aujourd'hui au Congo, c'est plusieurs facteurs qui interagissent devant des propositions ou des propos heurtés de ce genre-là qui tentent qui conduisent du moins le Congo à une traversée mortelle. Heurté en ce sens que, comme venait de le dire tantôt le grand frère, lorsque vous avez un chef d'État qui d'ailleurs même brigue déjà un mandat de plus de trop, d'ailleurs même qui sème un peu du doute dans les esprits, parce que non seulement ce mandat, on ne comprend pas clairement sa position, mais vous savez les rapports de force qui existent dans ce pays-là font qu'aujourd'hui, tant que Kabila ne va pas quand même clairement se dévoiler devant la communauté internationale, dit clairement, puis ça fait longtemps quand même que ce truc-là où Kabila s'est enfermé et
et dans son mutisme, il ne dit rien. Donc, ceci, aujourd'hui, c'est tout à fait normal que la classe politique, aussi bien du Congo, comme partout ailleurs, mais la communauté internationale, puisse lui prêter quand même des intentions qui ne sont pas forcément celles que l'on peut éventuellement prétendre à lui donner. Et à partir du moment où tout le monde entier, d'ailleurs même, qui s'en préoccupe. Parce que le cas de la RDC intéresse, puisque ça dure de trop. Donc je pense que en un chef d'État qui veut vraiment le devenir démocratique de notre Afrique ou du moins de son pays, c'est tout à fait normal qu'il puisse sortir de ce mutisme-là et pouvoir situer la communauté internationale et même l'opinion congolaise sur sa position. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, si vous convenez avec moi, les griefs et tout ce que nous avions dépendent quelque part de la le fait que Kabila ne donne pas une position claire et que demain, vous savez, vous savez, c'est un pays où on ne peut jamais être sûr. On n'est pas sûr des lendemains. Demain, tantôt, il y a des groupes. C'est le pays qui compte le plus grand nombre de groupes armés qui peut surgir à un moment donné. Finalement, si on demande à Kabila de se prononcer, Chris Ega, c'est pour dire quoi? Non, je ne vais plus me représenter. Naturellement, la loi ne lui permet, mais il faudrait qu'il clarifie sa position. C'est-à-dire que c'est pour permettre à ce que la tension, c'est pour faire diminuer la tension. Parce que vous savez que la tension politique est telle que la tension soulève aussi la tension sociale. Voilà quelqu'un... Basile dit qu'il ne faut pas qu'on lui prête des intentions. Si je le comprends bien, c'est comme si Kabila, on lui prête des intentions. Mais lorsque c'est tout ce gros pan du pays qui te prête des intentions, ce sont tes compatriotes qui te posent des intentions, ça pose un problème. Il faut que tu puisses quand même leur répondre. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi les pays limitrophes comme le Rwanda et l'Angola qui récemment se sont mis à la danse pour dire qu'il faut que celui-là ne se présente plus. Vous savez, quand ça arrive, parce que quand ça... Il a convoqué. Et voilà, au troisième point, quelqu'un dont on dit... il ne veut pas se présenter, comme Basile le dit, qu'il ne va pas se présenter, mais qu'il n'organise pas les élections, tout simplement. Il ne va pas se présenter, mais les élections, il ne les organise pas. L'année dernière, il est censé, on lui avait déjà donné 1 an, il devait partir l'année surpassée, en 2016. Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Et qui est toujours... Voilà. En 2017, 1 an, il n'a pas organisé les élections. En 2018, c'est encore en décembre, on ne voit rien venir. On ne parle que des urnes. Et les urnes, il dit que on va voter par machine. Et on ne parle que de ça. Les structures physiques et autres que c'est que les urnes, il n'y a rien qui bouge. Et donc, voilà quelqu'un dont on dit, on n'est pas sûr qu'il se présente, comme le dit Basile, mais qui, tout simplement, n'organise pas les élections. Et il est là, il n'organise pas. Et puis, avec les différents foyers de tension qu'on a, c'est comme s'il s'attend à ce qu'on en a pire que ça pour justifier le fait qu'il ne veut pas se présenter aux élections. Et que l'apaisement du pays... Ça fait 2 ans que son mandat est arrivé à son terme. Presque, Voilà, et il est toujours en fonction. Ce qu'il faut aussi retenir, vous savez, aujourd'hui, les morts que la RDC compte aujourd'hui au niveau des tensions, comme venant de le dire, sont dus au fait du fait que la population, des fois, est obligée de sortir pour lui dire que, attention, que demain, lorsque tu vas vouloir se présenter, nous sommes là, et que mais malheureusement, cela conduit quand même à des pertes de vie qu'on pouvait quand même économiser. Voilà, ça ne fait pas du bien. Alors, sur la position même Basile Agbo de l'Épiscopat qui affiche dans son siège une banderole, pas de 3e mandat présidentiel, pas de révision constitutionnelle. Pourquoi cet engagement, c'est-à-dire tellement à fond de l'Église catholique là? Oui, je crois que c'est vrai que très souvent on dit que l'Église ne doit pas se mêler de politique. Mais dès l'instant où l'Église a géré des populations, et que de temps en temps, on voit les problèmes qui sont là, les gens meurent ici et là, l'Église est obligée de brandir la morale. Et donc, en brandissant la morale, l'Église voit les problèmes que nous avons dans le pays, c'est dû à quoi? C'est dû à ce fait-là qu'on a
on a la pensée que le président pourra se représenter. S'il se représente, il y aura des échauffourées dans le pays, il y aura des troubles dans le pays. Et donc, ils sont en droit, je crois, de proposer ce truc moral là, qui dit plus de troisième mandat, plus de modification de la Constitution. Ce n'est pas moral, ça. Je dis c'est moral. C'est de la politique à haute dose. Non, je dis c'est moral dans le sens que l'Église s'oblige à moraliser la vie politique pour interpeller la conscience des gens. En interpellant la conscience des gens, c'est vrai que c'est de la haute politique, mais de toutes les façons, le rôle que joue l'Église ici, ce n'est pas un rôle où l'Église fera partie prenante de la situation politique. L'Église est en train d'interpeller la conscience de ceux qui gouvernent pour leur dire n'allez pas semer de troubles, n'allez pas mettre de l'huile sur le feu pour que le pays soit embrasé. Je crois que c'est ce rôle-là dans lequel je suis en train de voir l'Église en affichant ces banderoles-là. Je crois que moi, je me mets dans ce rôle-là parce que je ne vois pas Monseigneur, je ne vois pas les prêtres en train de dire nous sommes candidats. Écoutez, ça arrive, Basile. Il ne faut pas que Basile nous fasse. Nous avons il y a des cas, les cas sont légion en la matière. Les cas sont légion en la matière. Il ne faut pas que Basile nous fasse croire que l'Église n'est pas prête à prendre le pouvoir. Ou bien la chrétienté en général. Hein. Nous avons le cas en Haïti avec le père Bertrand Aristide. Par le passé, il y a Fulbert Youlou au Congo, même en Centrafrique, le premier président était un abbé. Nous avons le cas devant nous, Nkurunziza, et on ne sait même pas où il mène son pays. Je vous ai dit que l'Église, quand l'Église s'invite de la façon aussi flagrante dans la politique, c'est que l'Église divise aussi ses propres fidèles. Parce qu'au sein de cette Église-là, il y a des kabbalistes, il y a des tendances. Il y a aussi des kabbalistes qui sont représentés. Lorsque vous venez afficher cette banderole-là sur le front de l'Église, dit que pas le troisième mandat je crois que cette immixtion-là, c'est vrai qu'au Congo, ça ne choque pas, parce que au Congo, comme Congo Kinshasa, comme Congo Brazzaville, ces pays-là sont coutumés de ces faits-là, où généralement l'Église s'invite sur l'échiquier politique sans choquer. Ils ont une tradition en la matière. Mais aujourd'hui, il faut quand même le dire, que les esprits, les mentalités changent et que l'Église, quand bien même Basile dit qu'il ne voit pas l'épiscopat faire acte de candidature. On a vu quand même que Moussengo, lorsqu'on l'avait invité à gérer la transition en tant que Premier ministre, Moussengo n'avait pas refusé. Ça, ce n'est pas seulement au Congo, cela avait été fait parce qu'on considère l'Église comme une autorité morale qui ne soit ni pour l'un, ni pour l'autre, qui ne prend pas oui. Mais on sait aussi que, quand même, il faut le dire, l'Église n'est quand même pas l'institution en matière de démocratie qui peut donner quand même des leçons. Je ne le dis pas aussi clairement que ça, mais je voudrais que chacun joue dans sa cour et je crois que les brebis seront mieux gardées. Hein. Non, c'est-à-dire il y a des canaux pour exprimer. Pour exprimer. Quand vous allez par exemple au grand séminaire de Hidranaoué, je crois que c'est là-bas le siège de l'ambassade du Vatican. Il y a là-bas le siège de l'ambassade du Vatican. Donc l'Église, c'est quand même un pays d'abord. C'est un État. Donc lorsqu'un État se comporte comme ça, on oublie que parle de l'Église catholique. C'est ce que l'Église catholique, c'est un État. Et une Église en tant qu'État qui prend des responsabilités comme ça, je crois que cela peut frustrer parce que au sein de cette Église-là, il y a toutes les tendances et l'Église se doit de ménager toutes ces tendances-là et d'utiliser les canaux diplomatiques pour agir sur le fait politique. Vous savez, aujourd'hui, je pense que l'émission de l'Église dans les affaires politiques au Congo, moi je trouve ça, c'est une question historique. Parce que lorsque vous prenez ces pays-là, comme venez de le dire, que ce soit Congo-Brazzaville, comme Congo et partout ailleurs, ça dépend du rôle qu'a joué cette Église-là. Lorsque vous prenez l'association d'églises qu'a connu ces pays-là, vous allez constater que la plupart du temps, ou celles, les églises qui ont pu se réussir,
un tant soit peu, sont l'émanation de ces églises-là. Donc, lorsque l'Église constate que c'est vrai, ce qui cause vraiment les malaises au sein de cette population-là, ou du moins ce qui réanime la tension, les tensions dans ces pays-là, c'est vraiment ce troisième mandat-là que Kabila peut plus ou moins aujourd'hui afficher, qui puisse encore causer des morts de trop. Voilà pourquoi je pense que l'Église est sortie dans son rôle d'antan qu'il jouait, qui n'est pas aujourd'hui nouveau. Ce sont des rôles qu'on le connaît, surtout au Congo. Au Congo, c'est connu que l'Église catholique a joué un rôle prépondérant dans la résolution des crises. Et je pense que s'il faut tirer sur cette fibre-là pour quand même sortir ce pays-là de l'ornière, c'est tout à fait normal que l'Église, comme ce qu'il faisait d'antan, ce n'est pas nouveau. Mais là, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop? Non, en fait, de trop, moi je ne pense pas. Si aujourd'hui, c'est vrai que, comme on le dit, il y a eu des situations évolutives. L'Église catholique congolaise semble s'être substituée à l'opposition, finalement. Non, les revendications sont... Aujourd'hui, non. Je pense que l'environnement permet quand même de tenir ce droit de langage-là. Mais au fond, c'est tout naturellement, parce que c'est ce troisième mandat-là, naturellement, que Kabila le dise ou pas, mais c'est ça qui cause les problèmes dans ce pays-là. Et s'il faudrait quand même tirer, on va quand même pas, on voit le danger est là, c'est connu de tous, et qu'on va quand même tirer ailleurs, je pense que ce n'est pas normal. Il faudrait aller tout droit, et je pense que c'est le rôle de l'Église pour qu'il puisse le faire aussi rapidement que possible pour qu'on puisse sortir. Si naturellement c'est... Ce n'est pas le rôle de l'Église. Non, je suis d'accord, mais... Ce n'est pas le rôle de l'Église. L'Église en tant que l'Église en tant que composant social peut apporter sa pierre à la construction d'un État de droit. Mais tout est dans... Non, oui, c'est ça, mais c'est que tout est dans la manière. C'est là où moi je me mets en porte-à-faux contre cette émission violente, parce que c'est violent. L'Église catholique, en principe, dans ces circonstances-là, doit inviter à la paix et faire en sorte que la tension baisse. Mais c'est que cette irruption-là, cette présence-là est flagrante, violente, aussi violente que si nous sommes dans un État qui tend vers la guerre. Moi, c'est ce que je suis en train de reprocher à cette façon-là de faire la politique au niveau de l'Église catholique du Congo. Oui. Parce que ce rôle-là, en tant que politique, en tant que composant social, ça se joue, l'Église joue ça, les catholiques jouent ça dans presque tous les pays. Oui. Mais vous avez bien fait de le dire. Est-ce que cette façon de faire au Congo-là, finalement, rend service aux Congolais? Est-ce que ça rend service? Là, je crois que la question se pose. Est-ce que ça rend service aux Congolais? Je crois que l'Église, c'est vrai, s'immisce peut-être un peu trop au moment où l'Église voudrait porter plainte contre quelqu'un qui est allé arracher ces affiches-là. C'est-à-dire que porter plainte, pourquoi? C'est normal. Là, c'est une violation. C'est une violation de... Mais à une violation, peut-être celui-là a opposé une violation. Oui. Si vous parlez de violation, tout le monde viole. La question est connue de tous. Il ne fallait pas aller chercher ailleurs le troisième mandat. C'est une violation de lieux privés. Donc, c'est normal que l'Église veuille porter plainte. Et c'est normal même que l'Église veuille porter cette affaire-là devant la justice. Voilà une voie indiquée pour régler les problèmes. Maintenant, la pause et regarder le journal. Et puis, nous revenons après sur le Cameroun.